Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live de Code de la route. Je suis avec Alexandra. Bonjour à tous. Alexandra. Alors aujourd'hui, on va voir donc les termes difficiles à connaître par cœur. Donc ça va être, on va se faire 25 questions. Parce qu'on avait testé avec 40 et c'est vrai que c'était un peu long. Donc on a réduit à 25. Donc n'hésitez pas à commenter directement les réponses ou à poser toutes vos questions vu que c'est des termes qui sont quand même plutôt difficiles. N'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire, on essayera d'y répondre, enfin surtout Alexandra, essayera d'y répondre, mais de toute façon on lit tout ce que vous dites, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. On vous a remis sur le côté droit toute la liste de nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, vous avez donc deux pages, une page DigiSchool et une page Supercode by DigiSchool, et ensuite vous avez deux pages Twitter, une page Instagram et une page Snapchat. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Tu voulais peut-être dire quelque chose sur les termes? Voilà, quelques petits mots. Voilà, donc sur tous ces termes plutôt difficiles à retenir, encore une fois, hein, c'est mon conseil, la règle d'or, c'est de noter tout ce qu'on va vous dire ce soir en termes de termes difficiles. Il y aura beaucoup d'abréviations, donc vraiment n'hésitez pas à noter pour pouvoir réviser ensuite chez vous plus tard. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer avec la toute première question. Alors, avant de quitter mon emplacement, je regarde uniquement dans mon rétroviseur intérieur. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, j'ai une question de Princesse DBZ sur YouTube qui te demande comment savoir quand un panneau cède, je pense céder le passage est à 150 mètres ou 50 mètres sans qu'il n'y ait d'indication. Alors en général, vous avez toujours une indication, hein. Vous avez toujours le petit triangle à l'envers avec le petit panonceau dessous. En général, ces panneaux sont toujours annoncés. Avant le panneau de position, vous avez toujours un panneau de présignalisation qui vous indique à combien de mètres est situé le céder le passage. Alors... Qu'est-ce qu'on a comme réponse du coup ? Alors, à l'unanimité, on a la réponse non. Oui, la réponse B, exactement. Il manque l'extérieur, j'imagine. Voilà, ouais. L'extérieur et également l'angle mort. Ah oui, tout à fait. Alors, pour quitter un stationnement, vous avez 3 contrôles à faire. Effectivement, il faut faire le contrôle intérieur. Lui, il est à faire. Le rétroviseur extérieur également, donc soit à droite, soit à gauche, en fonction de là où vous êtes. Et ensuite, l'angle mort. Donc l'angle mort, je rappelle, c'est un angle qu'on ne voit pas installé au poste de conduite. Attention, parce que beaucoup disent que l'angle mort, c'est un angle qu'on ne voit pas dans les rétroviseurs. C'est pas complet, hein. Cette réponse, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas aussi bien en vision directe que dans nos rétroviseurs. Et donc pour le voir, on est obligé de tourner légèrement la tête. Donc le regard se fixe au-dessus de notre épaule pour pouvoir voir si quelqu'un arrive ou pas. Voilà. Alors, ce qu'est un angle mort. On te demande. Oui, voilà. Oui, c'était voilà. La question, c'est quoi l'angle mort ? C'était une question, très bien. Oui, et écoute, on peut enchaîner avec la deuxième question. Allez, c'est parti, question 2. Dans cette situation, il existe un risque d'aquaplanage. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, on vous laisse un petit temps pour répondre. Alors, sur Facebook, vous nous dites « Coucou DigiSchool, mais j'ai eu mon code il n'y a pas longtemps, mais je suis là quand même. » Ouais, n'hésitez pas, même pour nous qui faisons les questions et préparons tous ces lives ainsi que tout ce qu'il y a dans l'application, c'est un plaisir, même si beaucoup d'entre nous ont le permis. Des moments, on se rend compte que c'est pas hyper facile et qu'on pourrait, nous, tomber dans le piège. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse pour cette question 2 ? L'unanimité, on nous répond oui. D'accord, effectivement, hein. Donc ici, dans cette situation, on a un risque d'aquaplanage. L'aquaplanage, également appelé aquaplaning ou hydroplanage, vous pouvez avoir ces termes aussi dans l'examen, donc n'hésitez pas à les retenir. Ils sont marqués en plus à droite de votre écran. Oui, c'est à droite, tout à fait. Ouais, c'est à droite. Très bien. Ok, donc ici, pourquoi il y a un risque d'aquaplanage ? Eh ben, c'est simple, on voit qu'il y a des gouttes sur notre pare-brise, donc c'est qu'il pleut, on a une très mauvaise visibilité, donc il pleut beaucoup, et donc du coup, on a un risque de glisser sur la chaussée. Donc l'aquaplanage, je vais juste redonner la définition pour que ça soit bien clair. En fait, c'est une perte d'adhérence du véhicule qui est liée à la présence d'une film pellicule d'eau entre la roue et le bitume, et la chaussée. Du coup, le pneu ne peut plus évacuer l'eau, et du coup, on glisse. Voilà, on perd le pouvoir directeur du véhicule et on part en glissade. Voilà ce qu'est l'aquaplanage.
Allez, bah écoute, on peut enchaîner avec la troisième question. Allez, c'est parti. Je viens d'obtenir mon permis avec l'AAC. Il est doté d'un capital de réponse A 6 points, réponse B 12 points. Au bout d'un an sans infraction, ce capital sera de réponse C 9 points ou bien réponse D 8 points. Donc n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Je sens déjà la question venir. Qu'est-ce que veut dire AAC? Alors l'AAC, c'est l'apprentissage anticipé de la conduite. Autrement dit, la conduite accompagnée. Alors, question sur Facebook. Bonjour, quand on parle de zone 30, s'agit-il que de la rue où se trouve le panneau ou de plusieurs rues? Alors une zone 30, c'est plusieurs rues. C'est une zone en fait, voilà. Comme le nom l'indique, une zone 30, c'est une vitesse qui est limitée à 30 km/h dans toute une zone. Et normalement, à la fin de chaque zone 30, vous avez un panneau de sortie de zone. Et ces panneaux zone 30, ils sont encadrés. Donc c'est plusieurs rues et non pas une seule rue. Sinon, c'est juste le petit panneau rond limité à 30 quand c'est juste la rue. Alors, sur Facebook, les réponses sont plutôt variées, mais par contre, sur YouTube, on a quand même énormément de réponses A et C. Alors, à savoir 6 points et 9 points. Exactement. Donc, dès que vous avez eu votre permis, et ça c'est valable aussi bien en AAC qu'en traditionnel, vous avez un capital de 6 points seulement sur votre permis de conduire. C'est très peu. Et ensuite, c'est là où ça diffère en fonction de la filière que vous avez choisie. Soit vous êtes parti en traditionnel, donc sans conduite accompagnée. Là, au bout d'un an, vous aurez un capital de 8 points. Et là, pour ce qui est de la question, pour ce qui est de la conduite accompagnée, au bout d'un an, vous aurez 9 points, donc un point de plus que la conduite traditionnelle en fait. Et donc finalement, il vous faudra que 2 ans pour avoir vos 12 points au lieu de 3 ans en conduite traditionnelle. Voilà, donc c'était bien la A et la C. Bravo à ceux qui ont répondu ces réponses. Allez, question 4. Question 4. Pour utiliser correctement le dispositif ABS en cas de freinage d'urgence, réponse A, je freine à fond sans relâcher la pression. Ou réponse B, je freine par pression successive. Alors, n'hésitez pas à répondre ou même à poser vos questions. On y répond le temps que vous répondiez. Donc sur Facebook, vous n'avez pas de questions. Et si vous en avez sur YouTube, à quel âge donc peut-on passer la conduite accompagnée? Donc on a vu à partir de 15 ans. Voilà, exactement. Ouais. Vous pouvez vous inscrire à partir de 15 ans, passer votre code et partir en AAC. L'AAC, pensez bien, c'est minimum 1 an avec vos accompagnateurs. Vous partez pour 1 an. Et vous pouvez passer le permis à 17 ans et demi. Ça, c'est les petites nouveautés. Alors Andrea sur YouTube te demande, c'est quoi l'ABS? L'ABS, c'est l'anti-blocage des roues. Ouais. On a une... je vais vous l'expliquer en fait une fois qu'on aura répondu à cette question. En tout cas, on a énormément de réponses A. Oui, effectivement. Donc pour cette question, c'est bien la réponse A, la bonne réponse. Le dispositif ABS, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui empêche vos roues de se bloquer en cas de freinage d'urgence. Parce que si vos roues se bloquent, vous allez partir en glissade. Du coup, le dispositif ABS fait qu'il y a des petits capteurs dans vos roues qui vont détecter le freinage d'urgence. Le freinage d'urgence, donc clairement, vous ne pouvez pas freiner par pression successive. Hein. Si vous voyez quelqu'un traverser devant vous, vous allez appuyer à fond sur la pédale de frein. Hein. Vous n'allez pas penser à relâcher ou autre. Mais du coup, l'ABS le fait pour vous. L'ABS va relâcher légèrement la pression dans les pneumatiques pour que vous gardiez votre pouvoir directeur en termes de conduite, pour pas que vous partiez en glissade, tout simplement. Voilà ce qu'est l'ABS, en fait. C'est l'anti-blocage des roues. Vos roues se bloquent, elles se débloquent. Elles se bloquent, elles se débloquent. Et au moins, vous gardez une bonne trajectoire. Alors, on a une question pour toi de Aude. Enfin, on va peut-être poser la question 5 et je te poserai la question juste après. D'accord, très bien. Alors, passons à la question 5. Dans un virage, l'ESP fait disparaître le risque de sortie de route. Oui, réponse A, non, réponse B. Le risque de renversement, oui, réponse C, ou non, réponse D. Alors, la fameuse question, elle est de Audrey. Donc, elle a fait sa demande pour son ENPH. Elle a coché oui pour la conduite accompagnée et conduite supervisée, mais en fait, elle aimerait avoir son permis par la voie, ce qu'elle appelle traditionnelle. Est-ce qu'elle doit tout recommencer? Non, non, non. Il suffit simplement de barrer conduite accompagnée ou conduite supervisée
mets bien une petite signature à côté si tu as ton dossier papier. Sinon, le jour de l'examen, il faudra simplement le dire à l'inspecteur et ce sera lui qui barra. Mais tu peux totalement arrêter la conduite accompagnée sans problème. Oui, c'est faisable, hein. Donc il n'y a pas besoin de tout recommencer. Le numéro NEPH, lui, ne va pas changer, hein. Il est unique, donc il ne changera pas. Alors on nous demande si le live est enregistré, il est encore même mieux que ça. Il est disponible dès la fin en replay directement autant de fois que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, grâce à YouTube et grâce à Facebook. Alors, on a une majorité de réponses A et D. Est-ce que ça te convient? A et D. Alors non, ici, les bonnes réponses sont la B et la D. En fait, l'ESP, il va vous permettre de limiter les risques de sortie de route et de renversement. Par contre, il ne les fait pas disparaître totalement. Donc c'est là où la question est très intéressante et il faut bien la lire. Là, dans l'énoncé de la question, on dit dans un virage, l'ESP fait disparaître. Attention, il ne fait pas disparaître, ça dépend de la vitesse à laquelle vous roulez, ça dépend de est-ce que la chaussée est mouillée ou pas. Voilà, ça dépend de tout ça. Donc non, ça ne fait pas disparaître complètement, c'est les sorties de route et le renversement. L'ESP, pour donner une définition, c'est ce qui va vous permettre de garder une bonne trajectoire lorsque la chaussée, l'adhérence est mauvaise en fait. Voilà, ça corrige la trajectoire et du coup, ça va réduire automatiquement la vitesse de votre véhicule pour que vous puissiez rester dans le droit chemin, hein, si je peux dire. Voilà, mais ça n'élimine pas totalement le risque de sortie de route. Allez, on passe à la question numéro 6. Alors, question 6. Sont autorisés de stationner sur ces emplacements les véhicules? Réponse A, de covoiturage. Réponse B, d'autopartage. Un abonnement est nécessaire? Oui, réponse C. Ou non, réponse D. Alors, j'ai 2 questions pour toi en attendant vos réponses. Y a-t-il une limite de vitesse lorsque l'on traverse un lieu dit? Non, il n'y a pas de limitation de vitesse à proprement dit. Alors, des fois, elle peut y être, hein, cette limitation, mais elle est après le panneau d'entrée de lieu dit. Hein, voilà. Mais normalement, non, il n'y a pas de vitesse limitée. Moi, je vous conseille cependant d'aller doucement quand même dans les lieux dits, hein, parce qu'il y a quand même des habitations autour. Donc, tout voilà. à fait. Pas aller trop vite. Et deuxième question, elle est de JFBlock qui nous dit le numéro NEPH, si je change d'adresse, est-ce qu'il doit refaire une demande? Non. Non, vous pourrez le modifier, mais pas refaire une demande totalement, hein. Alors, vous n'avez pas de questions, ou d'autres, du moins. Et c'est la B et la C qui reviennent quasiment à l'unanimité. Alors la B, autopartage, je suis d'accord. Un abonnement est nécessaire, oui aussi, hein. Donc B et C, très bien à tous ceux qui ont répondu ça. Donc ici, on voit qu'il y a des petites bornes. Là, c'est Cities pour Lyon, par exemple. Ça s'appelle différemment dans les autres grandes villes. Il y a Autolib. On a Autolib, voilà, on a plusieurs groupes. Et là, effectivement, ce sont donc des voitures en libre service. Ça marche un petit peu comme le principe des vélos, des Vélov ou des Vélib. En fait, vous avez un abonnement, vous devez payer un abonnement tous les mois et vous pouvez avoir à disposition des véhicules que vous pouvez déposer dans tous les emplacements. Là, en l'occurrence, comme Cities, les Vélov ou les Vélib. Ouais, exactement. C'est exactement le même principe. Par contre, il faut un abonnement. C'est ce qu'on appelle de l'autopartage. Donc voilà, tout le monde peut utiliser les véhicules, les reposer à leur guise. Et c'est différent, alors, enfin c'est pas différent, c'est à ne pas confondre avec le covoiturage. Le covoiturage, là, c'est un regroupement de personnes dans une seule voiture. Des personnes qui font le même trajet, comme par exemple des personnes qui habitent à l'extérieur, je sais pas, de Lyon, et qui voudraient, et qui travaillent dans Lyon, et ben ils peuvent faire le trajet ensemble. Et donc se diviser les frais de carburant, de péage, etc. etc. Par contre, chose importante à savoir sur les voitures autopartage, elles sont toutes en automatique. Ah, elles sont toutes en automatique, d'accord. Ouais, j'en ai loué une sur Paris et j'avoue que le système automatique, ça change un peu. Surprend, ouais. Ça surprend au début, quand on est habitué au manuel. D'accord, ok, ça je savais pas, ouais. Allez, 7e question. Alors, question 7. Après ce panneau, je pourrais rouler à, donc réponse A, 30 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h ou réponse D, 90 km/h. Alors, j'en profite pour vous dire
que quand vous cliquez ou que vous mettez votre souris ou votre doigt sur la vidéo, vous avez un petit i information qui s'affiche en haut à droite. Et quand vous cliquez dessus, vous avez donc deux liens qui sont en fait des liens qui... Le premier, en fait, c'est toi qui les as faites en plus. C'est des nouvelles fiches de cours qu'on vous propose hyper interactives. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. C'est par exemple en 4 minutes, tout comprendre sur un thème en 4 minutes. Et le deuxième lien, c'est la définition vocabulaire du code de la route, le DICO-code, donc on retrouve sur notre site codedelaroute.fr. Donc n'hésitez pas directement en cliquant sur le petit i et allez voir la première vidéo, elles sont hyper bien faites. Elles sont très bien faites, ouais. Allez la voir du coup après ce live. Mais voilà, souvent pendant nos lives, que ce soit pour le brevet, pour le code ou pour le bac, on essaiera de vous mettre plein de petits documents ou plein de liens en référence via ce petit i. Petite nouveauté YouTube. Donc voilà. Alors, vous nous dites A et B surtout. Effectivement, donc ici c'est la A et la B. On a un panneau qui nous dit qu'on entre dans Valence, qu'on entre dans une agglomération, et un autre panneau qui nous dit qu'on sort d'une autre agglo. Donc, facile, entre guillemets, quand on entre en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Mais ici, vous pouvez aussi rouler à 30, rien ne vous y empêche. Donc voilà, les bonnes réponses ici, c'est bien la A et la B. Juste petite définition, agglomération, c'est un ensemble urbain et sa banlieue en fait qui fait que... Alors, vous pouvez voir que vous êtes en agglomération parce qu'il y a des trottoirs, parce que les infrastructures sont très bien faites. À la différence de hors agglomération, c'est beaucoup des termes qui sont un peu difficiles à comprendre. Hors agglomération, vous n'êtes plus du tout dans la ville, vous n'avez plus de trottoir, voilà, des choses comme ça, et la limitation de vitesse est limitée à 90 km/h au lieu de 50 en agglo. Allez, question numéro 8. Pour consulter ma messagerie, je m'arrête sur cet emplacement. Oui, réponse A ou non, réponse B. Alors oui, en effet, il faut juste tapoter sur la vidéo et vous aurez le petit qui s'affiche. Je vois, il y en a 2-3 qui ont un peu de mal. Alors, j'ai fait ma demande de permis de conduire sur le site de la NTS pour avoir le numéro nécessaire pour passer le code. Il y a assez longtemps. Je vais le recevoir, le numéro où et quand? Alors normalement, tout se fait sur Internet. Si tous les dossiers étaient là, si votre dossier est complet, vous recevez tout par Internet, sauf si vous avez coché voie postale. Et donc là, à ce moment-là, vous recevez directement chez vous le dossier. Alors, normalement, il faut compter quand même un bon mois pour le faire. Pensez bien aussi qu'il faut valider votre dossier. Donc, vous recevez un mail, vous cliquez sur ce mail, sur ce lien, pour aller justement valider votre dossier. Alors, à l'unanimité, on nous dit non. Bon, ça me paraît quand même assez évident. C'est assez évident, effectivement. Ici, on a un emplacement d'arrêt d'urgence avec une borne d'arrêt d'urgence. Et donc, il est interdit de s'arrêter sur la borne d'arrêt d'urgence ou même sur un emplacement d'arrêt d'urgence si vous n'êtes pas en situation d'urgence, que ce soit mécanique ou si votre passager ou vous-même êtes en train de faire un malaise. Voilà. Il faut vraiment que ce soit une urgence pour pouvoir vous arrêter ici. Là, consulter la messagerie, non, ce n'est pas forcément urgent. Voilà, la bande d'arrêt d'urgence, elle sert à ça. Elle sert vraiment que dans les arrêts d'urgence. Ne confondez pas l'accotement et la bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, on n'est que sur autoroute. L'accotement, on est sur les routes, les routes départementales, nationales, où là, c'est un accotement. Et là, on peut s'arrêter. Et là, on peut s'arrêter et stationner. Voilà, c'est autorisé. Alors après, à voir en fonction de la signalisation. Allez, question numéro 9. Alors, ce panneau indique une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage. Donc, réponse C à droite ou réponse D à gauche. Alors, est-ce que ce sont des questions qui reviennent à l'examen du vrai code? Oui, tout à fait. Oui, tu peux être confronté à ce genre de questions. Walid, il n'y a absolument aucun problème. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu mon ASSR 2. Qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, alors, normalement, tu peux conduire un scooter.
Alors avec la Ah non, c'est SSR2, le bah, BSR. oui, voilà, faut passer le BSR, Ah mais oui. pour l'inscription au permis et pour avoir aussi ton titre de permis de conduire, il est nécessaire. Donc conserve-le bien, fais-en des photocopies parce qu'on va te le demander. Alors, les questions DigiSchool sont-elles les mêmes qu'à la poste, genre parfaitement identiques? Alors parfaitement identique. Parfois identiques, pardon. D'accord, oui, donc oui, vous Oui, pouvez oui, avoir tout à les fait. mêmes questions. Ouais. C'est peut-être le visuel qui va changer parce que ce sont nos visuels et voilà. Oui. Mais les questions, elles risquent, En tout cas, vous risquez d'avoir les mêmes. ce sera pas la même photo, mais ce sera la même question, ouais. Qui veut dire la même chose. Oui. Alors, on nous propose, alors soit B et D. Le D, c'est une valeur sûre. Mais par contre, ils hésitent entre le A et le B. Ouais. Alors ici, c'est B. C'est A, pardon. Ce panneau indique Oui. une intersection. Un Oui, rond-point, bien entendu. Oui, c'est la A. Ce panneau de danger indique un carrefour à sens giratoire. Et donc, du coup, un carrefour à sens giratoire, c'est un lieu où on a plusieurs intersections. Donc oui, ça indique une intersection. Et dans les carrefours à sens giratoire, on doit céder le passage à gauche. Parce que la circulation se fait que dans un sens et par la gauche et non pas par la droite. Petite explication, donc là, carrefour à sens giratoire, je vous le rappelle, on a décédé le passage à toutes les entrées du carrefour à sens giratoire. Donc ceux qui circulent dans l'anneau sont prioritaires, à la différence du rond-point. Le rond-point, tous ceux qui veulent rentrer dans l'anneau, entre guillemets, sont prioritaires. Ce sont que des priorités à droite, donc ceux qui circulent dans l'anneau ne sont pas prioritaires. Ils doivent céder le passage à droite. Voilà la différence. Alors, Andrea, tu nous demandes juste comment allons-nous faire pour revoir la vidéo. Désolé, je suis nouvelle sur YouTube, alors pouvez-vous m'expliquer? Bah, c'est aussi simple que, tu vois, l'URL que tu utilises là pour regarder ce live, et bah, ce sera la même. Et tu pourras naviguer autant que tu veux dans ce live, qui sera plus un live du coup, qui sera une simple vidéo, mais ce sera le même lien. Allez, on passe à la question 10. Question 10. Ouais. Mon véhicule est équipé du système e-call. En cas d'accident, celui-ci est géolocalisé. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Les secours sont automatiquement appelés. Oui, réponse C ou non, réponse D. Alors, vous avez Laetitia qui vous répond sur YouTube, qui vous a collé le lien pour vous inscrire. On est en partenariat avec La Poste. Donc, sachez que vous pouvez directement vous inscrire, enfin réserver votre session sur notre site et directement après vous rendre dans un centre La Poste et passer le code du coup sans passer par une auto-école traditionnelle. Voilà, en vous munissant bien de votre carte d'identité et de votre convocation. Alors, comment on distingue un carrefour à sens girotoire d'un rond-point? Bon, ça on l'a vu juste avant, Voilà. donc je te laisserai juste regarder en replay. Alors, à l'unanimité, réponse A et C. Donc. Ok, ouais, ce sont les bonnes réponses. Alors, le système e-call, qu'est-ce que c'est? Le système e-call, en fait, ça va détecter lorsque vous avez un accident. Par le biais par le déclenchement des airbags, par exemple, le véhicule détecte, grâce à des capteurs, l'accident. Et ce système va appeler directement les secours, en fait, le service qui regroupe tout ça, qui gère tout ça, par le biais du 112. Vous savez, le 112, c'est le numéro européen d'urgence. Voilà, ce système e-call va permettre d'appeler les secours. Et ce qui est super bien, c'est que les secours vont voir où vous avez eu l'accident, donc grâce au système GPS, et ils peuvent même voir le type de véhicule que vous conduisez. Pour vous dire à quel point on est surveillé. Ouais. Ça, c'est des questions qu'on n'avait pas du tout voilà, ça, quand nous, on a passé le non, code. ça, c'est vraiment une nouveauté. Ouais. Et d'ailleurs, tous les véhicules... Enfin, cette loi est passée, là, ça fait 2 mois qu'elle est passée. Donc, c'est vraiment tout récent. Donc, c'est vraiment des questions que vous risquez d'avoir. Donc, n'hésitez pas à bien les retenir. Allez, voilà. Parfait. On peut passer à la question numéro 11. Question 11. Le système Stop and Start permet de couper le moteur automatiquement. Oui, réponse A ou non, réponse B. Le redémarrage automatique du moteur. Oui, réponse C ou non, réponse D. Alors, on vous laisse un petit temps pour répondre. Alors, Lutondo, grâce à vous, j'ai eu mon code du premier coup. Merci. Eh ben, écoute, avec plaisir. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous passez juste nous faire un coucou et si vous avez déjà eu votre code et si c'est grâce à nos services. Alors, j'ai passé l'examen du permis. Je voulais savoir, est-ce que je vais avoir la feuille
de mes points à la maison. La grille en fait, Oui. la grille de notation. Oui, normalement tu devrais l'avoir même sur internet. Donc il faut demander à ton auto-école ton numéro NEPH et ensuite tu peux directement aller consulter le résultat de ton permis de conduire sur internet et imprimer ensuite la feuille. Tu auras le score que tu as eu. Alors, on nous répond A et C majoritairement. Exactement. Le système Stop and Start permet de couper le moteur automatiquement et permet aussi de redémarrer automatiquement le moteur. Comment ça se passe? Le système Stop and Start, déjà, il est là pour faire des économies de carburant, faire un peu moins de bruit aussi lorsqu'on est en agglomération. Et du coup, comment ça marche? Comment on peut couper le moteur automatiquement? En fait, il suffit de vous mettre au point mort au niveau de votre pommeau de vitesse. Et ensuite, en fonction des modèles de votre voiture, je crois que le plus souvent, c'est d'enlever le pied de l'embrayage et là, le moteur se coupe. Et dès que vous allez rappuyer sur l'embrayage, le moteur va se remettre en route automatiquement. En fait, voilà, vous n'avez pas besoin de tourner la clé à chaque fois. C'est un système qui se fait automatiquement. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez vraiment réduire considérablement la consommation de carburant. Et beaucoup moins polluer, bien sûr. Exactement. Allez, on passe à la question numéro 12. Question 12. L'itinéraire annoncé est un itinéraire de déviation. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, question de Benjamin. A-t-on le droit à la calculette lorsque l'on passe le code? Non. Hélas, non, on n'a pas le droit à la calculatrice. Tout est dans la tête. Sinon, il y en a beaucoup d'entre vous donc, qui vous nous dites que vous avez eu le code grâce à nous. Et ben, ça nous fait énormément plaisir. Ouais. Donc, n'hésitez pas. On a même... j'ai vu... Nanou qui nous dit « Je suis juste passé pour vous dire que j'ai eu mon code grâce à votre appli chez la Poste vendredi dernier et je l'ai fait en un mois. » Ah donc, oui, oui, c'est possible même de le faire, de le passer plutôt rapidement. De le passer rapidement, ouais. C'est très bien. Il faut être assidu et ne pas hésiter à consulter les lives, les cours, etc. etc. Exactement. Alors, quasiment que des réponses B et JFay nous dit même que c'est un itinéraire de substitution. Très bien, effectivement. Tout comme Florent. Bravo on a à un vous. petit S qui indique que effectivement c'est un itinéraire de substitution. Les itinéraires de substitution, ils sont proposés lorsque la circulation est perturbée sur une route. Souvent sur des itinéraires importants comme des routes nationales, voire même des fois des autoroutes. Et en fait, on vous propose un autre itinéraire qui permet de contourner la zone de travaux pour arriver à destination. À la différence de la déviation en général, vous êtes obligé de la prendre, c'est lorsque vous avez vraiment une route barrée et que vous ne pouvez pas du tout passer. Là, à ce moment-là, vous empruntez la déviation qui vous emmène là où vous voulez aller, tout simplement. Allez, question numéro 13. Question On arrive à la 13. moitié. Cet indicateur m'aide à avoir une conduite éco. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, Elena te demande s'il y a beaucoup de calculs à faire au code. Il n'y en a pas énormément. Non. Vous risquez d'en avoir, Ouais. allez, 1 ou 2, mais pas bien plus. Ok. Alors, pas de questions sur Facebook. Alors, les premiers résultats tombent avec une majorité de B. On va vous laisser un petit temps pour répondre. Ouais, une grosse majorité de B, oui. D'accord. Eh ben non, c'est pas la bonne réponse. Par contre, sur Désolée Facebook, pour ils avaient Plutôt plus A dit sur A. Facebook, d'accord, ok. Donc Ça oui. change. Alors cet indicateur, vous avez un petit 5 entouré avec une petite flèche qui monte. Ça veut dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Donc le véhicule doit être équipé d'une 6e vitesse. Tout simplement, voilà, pour que vous rouliez toujours sur le bon rapport de vitesse, vous avez ces petites flèches qui montent ou qui descendent. Ça marche aussi dans le sens C'est pour préserver le moteur. Oui, exactement. Mais du coup, si vous suivez l'indicateur, si vous suivez ces petites flèches, vous êtes toujours normalement sur le bon régime moteur, ce qui fait que vous n'êtes pas en surconsommation ou en sous-consommation, en l'occurrence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-conduite. Je fais juste un petit encart, et d'ailleurs vous l'avez vous aussi sur la droite, entre éco-conduite et éco-mobilité. L'éco-conduite, c'est vraiment lié au comportement des usagers pour qu'ils puissent réduire la consommation de carburant. Donc souvent ça se fait par le biais d'une conduite souple.
Ne pas avoir une conduite sportive, ne pas être énervé au volant, voilà, être assez souple, anticiper tous les freinages, toutes les accélérations. À la différence de l'écomobilité, là l'écomobilité c'est vraiment lié au mode de transport que vous empruntez. Par exemple, on a un exemple ici, il vaut mieux prendre son vélo pour faire 5 km plutôt que de prendre sa voiture. Ça c'est être écomobile. Voilà, donc c'est vraiment lié à la personne, l'écomobilité. Allez, question 14. Passons à la question 14, très bien. Dans un virage, la force centrifuge pousse mon véhicule vers, donc réponse A, l'intérieur du virage, ou réponse B, l'extérieur du virage. Alors, Florian sur Facebook nous dit j'ai raté l'examen parce que je regarde d'abord à droite au céder le passage. Pourquoi regarder d'abord à gauche? Effectivement, et toujours regarder à gauche en premier. C'est juste que les voitures, ouais. Quand vous êtes arrêté à votre intersection, les voitures qui arrivent en premier sur vous, c'est celles qui arrivent de gauche. Parce qu'on roule à droite. Comme on roule à droite, imaginez-vous dans l'autre sens, c'est la voiture de gauche qui va arriver en premier sur vous. Donc si vous commencez à regarder à droite, vous risquez d'y aller, de commencer à y aller, puis au final, il y a la voiture qui arrive à gauche. Donc toujours regarder à gauche en premier. C'est gauche, droite et encore gauche au moment où vous voulez y aller. Alors, on a quand même une grosse majorité qui nous répondent l'extérieur du virage. Du virage, ouais. Savoir la réponse B. Très bien, effectivement, la force centrifuge va pousser votre véhicule vers l'extérieur du virage. La force centrifuge, elle est liée au poids de votre véhicule et aussi à l'allure à laquelle vous roulez. Quand vous empruntez un virage assez vite, ça vous est certainement déjà arrivé, vous allez être projeté à l'extérieur du virage parce que vous avez une force qui fait que vous allez qui va partir et donc vous risquez de faire une sortie de route. On a aussi un autre terme qui peut tomber aussi à l'examen, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une réserve de puissance que va accumuler votre véhicule lorsqu'il roule en fait. Pour vous donner un petit exemple, imaginez-vous, ça vous est peut-être déjà arrivé en marchant, je sais pas, de vous prendre une baie vitrée. C'est arrivé à tout le monde ça, non? Oui. Ou il n'y a que moi? En marchant, si vous prenez une baie vitrée, vous risquez d'avoir mal, mais bon, pas trop quand même. Hein. Si vous le faites en courant déjà, là, il risque d'y avoir des nez cassés. Donc c'est vraiment important de connaître ça en fait, parce que quand vous courez, vous avez accumulé de l'énergie cinétique, beaucoup plus que quand vous marchez. Donc c'est beaucoup lié aussi à la vitesse. Plus vous allez rouler vite, plus vous allez accumuler une grosse énergie cinétique. C'est pour ça que d'ailleurs sur autoroute, à 130 km/h, on a des accidents qui sont souvent mortels. Exactement. Voilà. Allez, on passe à la question numéro 15. Question 15. Sur cette chaussée, je peux dépasser des véhicules roulant à, donc réponse A, 30 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h ou réponse D, 90 km/h. C'est hyper piège. Oui. Ah si, ok. Alors, le recensement suffit-il pour le code? Pour passer le code, le recensement suffit-il? Pour avoir son numéro NEPS, j'imagine. Alors, recensement, photocopie de la carte d'identité, une photo, donc non, ça suffit pas, il faut encore... Normalement, tout est marqué sur le lien que vous avez pour le numéro NEPH. N'hésitez pas à aller consulter sur notre site. On a une vidéo qui est vraiment dédiée à comment avoir son numéro NEPH. Tout à fait. Mais non, le recensement ne suffit pas, il faut d'autres documents. Et Emmanuel nous demande le nom de l'application. C'est l'application Code de la route DigiSchool. Tu as juste à taper dans ton store, que ce soit Android ou iOS, et tu verras, elles sont gratuites pour le téléchargement. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Alors, on nous dit c'est un piège. Alors, vous verrez, non. Il y a quand même une bonne réponse. Alors, ouais, tu les as embrouillés. Ouais, donc, c'est vrai. la plupart nous disent désolée. quand même 30 km/h. Et certains nous proposent même jusqu'à 50. Oui, effectivement. On peut dépasser des véhicules roulant à 30 et aussi à 50 km/h. Donc ici, les bonnes réponses sont la A et la B. Est considéré comme véhicule lent un véhicule qui va rouler à moins de 60 km/h.
En général, ils ont une vitesse qui est apposée sur une vignette derrière leur véhicule. Comme les camions, ouais. Voilà, comme les camions. On a toujours la vitesse. Et voilà, si vous suivez un véhicule qui roule à moins de 60 km/h, que vous avez cette signalisation, donc le panneau ainsi que la ligne de dissuasion, vous pouvez le dépasser. Mais que quand il roule à moins de 60 km/h. Hein. Ouais, attention. Fallait bien lire le petit panonceau. Voilà, lisez bien le petit panonceau, ouais. Ouais, où c'était écrit ce véhicule lent. Allez, question numéro 16. Après avoir soufflé dans cet éthylotest chimique, les cristaux sont de couleur jaune. Le conducteur contrôlé est en infraction. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Comment je fais pour passer mon code à la poste en moins d'1 mois, s'il vous plaît? Faut réviser à fond. Tu révises à fond, ouais. Déjà, inscris-toi. Ouais. Tu peux prendre ta date pour le mois prochain, par exemple. Et au moins, une fois que tu as ta date, tu dis que là, tous les jours, il faut que tu révises. Donc, il n'y a pas de mystère. De toute façon, hein, c'est de la régularité. Il faut tout le temps réviser pour avoir votre code le plus vite possible. Alors, Sandra te demande en combien de temps minimum, donc en général, peut-on être présenté à l'examen du code? Alors, en général, faut compter 2 mois. En général, c'est vraiment une moyenne. Hein. Tout à l'heure, on a eu un candidat qui nous a dit qu'il l'avait passé en 1 mois. Donc, c'est vraiment faisable en 1 mois. Après, si vous laissez trop traîner, vous pouvez mettre jusqu'à 6 mois pour passer votre code, hein, mais ça ne tient qu'à vous, vraiment. Révisez tout le temps. Prenez des notes, n'hésitez pas à consulter des cours. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Enfin, vraiment, il n'y a pas de mystère, hein, c'est que ça qui marche avec le code. Hein. Alors, Florian sur Facebook nous demande si on est des moniteurs ou des personnes qui nous aident juste. Alors, moi, je suis une personne qui vous aide juste, mais Alexandra est une vraie monitrice, voilà, par contre. Moi, j'enseigne la conduite. Ouais. Allez, du coup, la réponse est plutôt mitigée. A et B, quand même plus de B. Mais ouais, tu nous as déjà affiché la réponse, c'est pas grave. C'est la B, hein, ici. Alors, c'est un petit piège parce que, pour tout le monde, en fait, dans notre tête, la couleur verte, c'est bien, en fait. Et pas pour l'alcool. Si c'est vert sur un éthylotest chimique, c'est que c'est pas bon. C'est que vous êtes positif, du coup, à l'alcoolémie. Donc voilà, il ne faut pas que la couleur verte dépasse le petit anneau. Vous voyez, on le voit un petit peu, le petit anneau. Il ne faut pas que cette couleur verte le dépasse. Si ça dépasse, c'est que vous êtes au-dessus du seuil réglementé, hein, qui est de 0,25 mg par litre d'air expiré. Et voilà. Petite distinction, je vois que c'est marqué entre éthylotest et éthylomètre. L'éthylotest, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on a en photo derrière nous. C'est ce qui nous permet de voir si on est positif ou pas, juste ça. L'éthylomètre, lui, il va nous donner une mesure précise du taux d'alcoolémie que vous avez dans l'air, en fait, que vous avez quand vous soufflez. Voilà la différence entre les deux. Allez, on peut passer à la 17. Pour stationner dans cette rue, je dois utiliser un disque de stationnement. Oui, réponse A, non, réponse B. Ou un ticket eurodateur. Oui, réponse C. Ou non, réponse D. Alors, on a la fameuse question qui revient quand même très souvent, la différence entre la piste cyclable et la bande cyclable. Je crois qu'on a une question qui vient après là-dessus. Alors, on y répondra plus tard. Isabelle, essaye de bien rester en ligne. On y vient. Alors, dans votre application, je n'arrive pas à avoir au moins 35 sur 40 au niveau confirmé. Est-ce que c'est mauvais signe? Non, c'est pas mauvais signe. Il faut continuer encore un petit peu à t'entraîner. 35 sur 40 pour un niveau confirmé, oui, c'est déjà bien. Ouais. C'est très bien même. Hein, donc, parce que dans une session de code, tu n'auras pas que des questions confirmées. Tu auras des questions beaucoup plus simples. Exactement. Donc, c'est bien. C'est bon signe même. Ouais. 35 sur 40, c'est bon signe. Ne t'inquiète pas. Alors, on nous répond réponse A et D, donc à savoir il faut un disque de stationnement, mais on n'a pas besoin de prendre un ticket à l'eurodateur. Exactement. Donc ici on a une signalisation qui est bleue pour limiter les emplacements de stationnement. Et quand c'est bleu, pensez bien disque de stationnement. Le stationnement est gratuit, mais vous devez apposer un disque de stationnement sur votre pare-brise en indiquant bien l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Et ensuite, ça va dépendre des communes. Alors, certaines communes limitent les stationnements à 1 heure, il y en a d'autres qui peuvent limiter à 2 heures, 3 heures, etc. etc. Donc ça, normalement, c'est marqué sur les panneaux qui vous disent qu'il faut un disque.
L'horodateur, lui, on doit payer. C'est lorsque c'est marqué payant, vous savez, sur les emplacements de stationnement. Lorsque c'est marqué payant, vous avez forcément un horodateur. Et là, vous devez payer pour stationner et puis vous donner une somme par rapport au nombre d'heures que vous voulez stationner. Voilà la différence. Allez, question 18. Alors, dans cette situation, je veux tourner à gauche. Je tourne devant le véhicule en face. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Je tourne en contournant le véhicule en face par derrière. Donc oui, réponse C ou non, réponse D. Alors, on me demande c'est quoi un horodateur? C'est juste la machine où on met les petites pièces pour payer le parking. Exactement, c'est une borne, une machine en fait. Normalement, il y a un P dessus pour parking et vous pouvez payer. Donc avec votre carte bleue ou avec des espèces. C'est quoi un ticket horodateur? Bon, on va répondre à toutes les questions. Et C'est du le petit coup, ticket qui sort de la machine voilà. qu'on met sur le pare-brise pour pas que les gentils policiers ne nous mettent de contravention. Exactement. Donc dès que vous payez, ça vous sort un petit ticket qu'il faut apposer sur le pare-brise. Alors, où est-ce que l'on trouve les disques de stationnement? Ça, c'est une bonne Alors les question. disques de stationnement, la mairie alors à la mairie ou sinon dans, je crois que les bureaux de tabac aussi, hein, ils Ah ouais. en ont, ouais. Il me Mais semble la que- mairie, ils en donnent gratuitement, je crois, non? Alors c'est peut-être gratuit à la mairie, Ouais, oui. il me semble. Exact. Peut-être. Exactement. Je Alors me que mouille ils- pas trop. Alors mais- qu'ils sont payants dans les bureaux de Ouais. tabac, ouais. Alors, on nous dit soit réponse. Donc, le D, valeur sûre, c'est non. Mais par contre, entre A et D, A et B, c'est plus compliqué, ouais. Oui, alors ici, vu comment la chaussée est faite, on ne peut pas se croiser en face en fait, parce que c'est ce qu'on appelle un croisement à l'indonésienne si on se croise en face. Et normalement, les croisements à l'indonésienne, vous avez un aménagement en termes de marquage au sol qui est fait. Donc ici, ce sera forcément par un contournement. Après, c'est vrai que l'image n'est pas hyper bien faite parce que ici, normalement, les bonnes réponses, c'est la B et la C. C'est qu'on doit se contourner par derrière. Ce n'est pas un croisement, un aménagement de style indonésienne. C'est vraiment croisement par derrière. Voilà, donc les bonnes réponses, ce sont la B et la C. Carrefour à l'indonésienne, les véhicules se croisent par devant. Et donc voilà, il y a un marquage spécifique. C'est pour ça qu'ici, ça va pas. Cette question ne va pas. Donc ici, on se contourne par derrière, ou alors sinon, au bon vouloir de chacun, la courtoisie entre en jeu, et puis voilà, on fait signe à celui qui arrive en face de passer avant nous. Ah bah voilà, justement, et inversement. on affiche La réponse de Carrefour à l'indonésienne. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. par contre. Notez-la bien parce que bon, elle tombe pas souvent cette question, mais c'est quand même nécessaire de la voir. Elle Et est même, perturbante, ouais, même si elle après, tombe, même après quand vous aurez votre permis, il y en a beaucoup qui se posent la question comment on fait, qui passe avant. Donc retenez bien ces termes. Pour le Carrefour à l'indonésienne, vous devez avoir un aménagement spécifique au marquage au sol. Allez, on passe à la question 19. Alors, les panneaux à messages variables peuvent indiquer une limitation de vitesse restrictive. Oui, réponse A, non, réponse B. Un danger sur la chaussée. Oui, réponse C, ou non, réponse D. Alors, Benjamin, bonsoir, je vous pose ces questions, c'est que je sais que je vais passer mon examen le 20 juin, c'est pour savoir si c'est dur. L'examen, ça dépend un peu de... Vous avez tout en fait. Ouais. Sur l'examen, vous avez des questions dures, vous avez des questions hyper faciles, vous verrez, des fois vous dites mais c'est pas possible que ce soit aussi simple, il y a forcément un piège. Non, il n'y a pas de piège. Hein. Voilà, le code, c'est des questions difficiles, des questions faciles et on mélange tout ça et ça nous donne nous 40 questions. Donc pas de panique, le 20 juin, ça te laisse encore 20 jours pour réviser. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de faire au moins une série par jour et de noter vraiment toutes tes erreurs pour être sûr de ne pas les refaire. Alors, pour commencer à faire la conduite accompagnée, il faut faire combien d'heures de conduite avec le moniteur? Question de Théo. Alors, il faut faire minimum 20 heures. Voilà, la durée légale, c'est 20 heures. Après, si au bout de 20 heures, on sent que tu n'es pas prêt, on va pas te laisser partir avec tes parents. Il faut vraiment que tu sois prêt au bout de 20 heures. Hein. Sinon, voilà, tu en feras plus.
Ok, donc là, quasiment à l'unanimité, on a A et C. Oui, très bien. Donc les panneaux à message variable, ils se situent principalement sur les autoroutes ou même à l'entrée ou dans les tunnels. Ils sont là pour vous aider sur tout ce qui est conditions de circulation, les accidents, les conseils, etc., etc. Donc ils sont vraiment là pour aider les conducteurs. Ils peuvent même vous donner, comme vous voyez ici, le temps d'arriver à destination. Donc voilà, ils sont là pour vous aider. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, voilà ce qu'est un panneau à message variable. Allez, question numéro 20. Les marquages au sol à droite délimitent une bande cyclable, oui, réponse A, non, réponse B. La fameuse. La fameuse. Une piste cyclable, oui, réponse C, ou non, réponse D. Alors, faut-il avoir le code pour commencer les heures de conduite? Question de Sandra. Ça dépend de ton auto-école, mais... Ah ouais, il y en a, ils prennent le risque. ouais. Ok. Et ça dépend aussi de toi, en fait, parce que des fois, ça peut peut-être t'apporter une surcharge de travail si tu fais les deux en même temps. Bah, je sais que moi, à l'auto-école, je fais passer jusqu'à 10 heures de conduite tant que le candidat n'a pas son code. Par contre, au bout de 10 heures, je bloque les heures pour pas finir les heures avant d'avoir le code, sinon après, il y aura un décalage. Mais oui, vous pouvez tout à fait commencer à conduire tant que vous n'avez pas votre code. Des fois, il y en a que ça peut aider aussi d'être vraiment en situation réelle. Alors, on nous dit majoritairement, donc soit... Non, AD quand même. AD. Donc, c'est une bande cyclable, mais pas une piste. Voilà, dont la question tout à l'heure. Alors, la bande cyclable, c'est vraiment ce que vous avez là. La bande cyclable, vous voyez, c'est sur la chaussée, c'est juste délimité par des traits. Vous les voyez? Donc ça, c'est la bande cyclable. Vous êtes vraiment à côté de ceux qui circulent en voiture. La piste cyclable, maintenant, à la place des traits, vous avez un terre-plein, qui peut être un trottoir, ou même des fois c'est carrément des haies, etc., qui délimite la piste de la chaussée. Donc vous n'êtes pas du tout sur la chaussée, c'est beaucoup moins dangereux pour les cyclistes. L'aménagement est mieux fait, on va dire. Voilà la différence entre les deux. Donc ça, c'est une bande, et si vous avez un terre-plein, c'est que c'est une piste cyclable. Ok, donc les bonnes réponses étaient donc A et D. Oui, A et D, pardon, je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est pas grave. Allez, question 21. Question 21. Alors, elle arrive. La profondeur des rainures de la bande de roulement ne doit pas être inférieure à, donc réponse A, 1,6 mm ou D, pardon, ou B plutôt, 2 mm. Alors, Mélissa nous demande il y a combien de questions au code. Donc, il y en a 40. Sauf que là, si on vous fait les 40 questions, on en a pour 2 heures. On en a pour plus de 2 heures. Et ça fait un peu long pour vous et aussi un peu pour nous. Bonsoir, là, c'est la campagne. Comment faire quand on n'a pas beaucoup de mémoire pour apprendre? Beaucoup de mémoire pour apprendre, Alors, faut noter. Des fois... Chaque personne est différente. Hein. Si vous avez une mémoire qui est plutôt visuelle, écrivez tout ce que vous ne comprenez pas, notez-le, et puis des fois ça peut aider à retenir. Hein, mais voilà, il n'y a pas de mystère, c'est de l'entraînement de toute façon. Hein. Est-ce que la lecture d'un livre est obligatoire pour le code? Obligatoire? Non, mais conseillé. Du livre entier. Fortement conseillé par contre, hein. Vraiment, il peut vraiment vous aider. Vous avez des petites images, vous avez tout le temps les petits panneaux qui vous aident. Donc c'est pas obligatoire, mais faites-le, c'est un conseil. Alors, on dit... La profondeur des rainures alors? La réponse 1,6 mm a l'air de leur plaire. Exactement, et ça c'est à retenir. Donc il faut retenir 1,6. Point barre. Il y en a pas d'autres, c'est que 1,6, c'est donc la réponse A, ici la bonne réponse. Profondeur des rainures, donc les rainures c'est vraiment ce qu'on voit ici. Faut que ce soit assez profond pour que votre pneu adhère bien à la chaussée, pour pas que vous glissiez. Vous avez des petits symboles. Alors ici, je n'en vois pas sur la photo, mais normalement c'est marqué TWI qui vous indique, alors c'est ce qu'on appelle des témoins d'usure en fait. Ils sont sur le pneu et dès que vos pneus arrivent au niveau de ce témoin, c'est que votre pneu est usé et qu'il faut le changer. Voilà. C'est comme ça qu'on repère si les rainures sont bien ou pas. Donc c'est 1,6, notez-le bien. Oui. Allez, question numéro 22. Alors, je pars en voyage pendant 15 jours. Je peux laisser mon véhicule stationné sur les emplacements à droite pendant mon voyage.
Oui, réponse A ou non, réponse B. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire aussi. Et clairement, pour retenir, je notais toutes les réponses où j'avais faux et ça aide bien. Ah, super. Diane qui nous suit beaucoup sur ses lives, donc merci à elle. Merci de tes Tout conseils. comme Ouais. Cool YouTubeuse MSP, pareil, ça fait plaisir de voir que on a des visionneurs Des fidèles. fidèles. Ouais. Alors là, les réponses, donc les premières arrivent. Bon, YouTube, il n'y a pas débat pour le moment. Est-ce que sur Facebook, non. Pareil. Donc c'est C'est la B. la B. C'est donc non. Exactement. On ne peut pas laisser notre voiture stationner pendant 15 jours sur un même emplacement parce que ça sera considéré comme un stationnement dit abusif. Stationnement abusif, c'est lorsque vous stationnez plus de 7 jours au même endroit. Et là, du coup, donc déjà, vous prenez une amende. Donc c'est tout noté ici, une amende de seconde classe avec une amende forfaitaire de 35 € qui peut être majorée à 75 et une amende maximale de 150 €. Bon, retenez juste amende forfaitaire, 35 €, n'allez pas retenir trop de termes. 35 €, c'est suffisant. Donc, stationnement abusif, plus de 7 jours. Donc, ne stationnez pas plus de 7 jours sur un même emplacement. Vous risquez de retrouver votre véhicule en fourrière. Allez, question numéro 23. Alors, On arrive à la fin, doucement. doucement. Le régulateur de vitesse est une aide efficace à l'éco-conduite. Oui, n'importe quoi. Réponse A en montagne, réponse B sur autoroute ou réponse C en ville. Je suis trop habituée aux réponses oui et Ouais. non, moi. Alors, on a Jon ou John qui nous dit « Je peux faire passer par un pote mon code ». Ça va être difficile, à part si vous ressemblez vraiment beaucoup sur la photo d'identité, mais ça me paraît compliqué sinon. Ouais, c'est pas conseillé, hein, vraiment. C'est comme si vous veniez passer un pote Le au bac. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc non, ne le faites pas. Hein. Débrouillez-vous par vous-même, vous allez y arriver. Alors, le Rod qui nous dit « Perso, j'ai eu 27 points sur 30 à mon permis, ils m'ont code facilement, je vous embrasse ». Bah écoute, Parfait. Parfait, bien joué. Alors, donc la B revient énormément et on voit quelques petites réponses C, à savoir en ville. D'accord. Pour certaines, mais quand même le B est... C'est le B, effectivement. Il n'y a qu'une seule et bonne réponse ici, c'est la B sur autoroute. Le régulateur de vitesse, je vous le rappelle, c'est un dispositif qui permet de stabiliser la vitesse du véhicule. C'est-à-dire que le conducteur va enregistrer une vitesse à laquelle il souhaite circuler. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, vous bloquez la vitesse à 130 km/h. Et là, vous pouvez enlever le pied de l'accélérateur, votre véhicule continue à avancer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le régulateur de vitesse, qui est à ne pas confondre avec le limiteur de vitesse. Là, le limiteur de vitesse, il limite simplement la vitesse. C'est-à-dire que vous enregistrez, je ne sais pas, 50 km/h si vous êtes en ville. Vous enregistrez 50 et vous êtes sûr que si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous ne dépasserez jamais 50 km/h. Voilà la différence entre les deux. C'est une question qui revient souvent ici, donc notez ce qui est écrit là. Ça peut vous aider. N'hésitez pas même à le regarder en replay et à faire pause sur les petites explications à droite. C'est vraiment des petites définitions qui peuvent vraiment vous être utiles le jour du code. Exactement. Allez, question 24, avant-dernière. Alors, dans cette situation de circulation dense, la circulation interfile est autorisée pour les motocyclistes. Oui, réponse A ou non, réponse B. Alors, quelles sont les références du livre Je sais pas de quel livre tu parles. Alors, il en existe plein Ouais. de livres. Il en existe plein. Je veux passer mon code en candidat libre. Avez-vous des conseils, s'il vous plaît, Chris? Abonnez-vous à notre chaîne. Ouais, déjà. Suivez nos lives, suivez nos cours. Et on a même une application aussi, donc vraiment, entraînez-vous avec DigiSchool et
Vous aurez votre code rapidement. Alors Sabrina nous dit pourquoi faire un live par mois. Parce qu'on aimerait en faire plus, mais on essaiera de vous faire une petite vidéo best-of, de savoir comment sont préparés les lives. Ah bon? Mais ouais, on va essayer. Mais ça prend énormément de temps et on aimerait en faire plus. On va essayer de voir si on peut en faire un peu plus. C'est que ça plaît alors, si on les demande. Oui, exactement. Alors là, c'est la A qui revient le plus. Ok, oui, effectivement. Donc comme c'est marqué tout en haut, nous sommes dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est un département qui fait partie des 11 départements test, entre guillemets, pour cette circulation interfile. Donc oui, ici, c'est autorisé. Alors la circulation interfile, ça concerne vraiment les motards, hein, pas les voitures. N'allez pas faire de l'interfile alors que vous êtes une voiture, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça concerne les motards uniquement et c'est donc autorisé sur les routes ou les autoroutes avec au moins deux voies dans le même sens de circulation. Les départements, donc voilà, vous les avez notés, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Rhône et l'ensemble de la région Île-de-France. Alors la vitesse doit être limitée entre 70 et 130 km/h. Donc ça, c'est la limitation de vitesse sur la route. Par contre, si vous êtes motard, vous pouvez faire de l'interfile que si la vitesse est en dessous de 50 km/h. Dès que ça recommence à rouler au-delà de 50 km/h, vous devez vous ranger dans une file. Voilà. C'est ce qui est noté en fait en dessous. Hein. Donc voilà, vous avez tout noté ici. Et pour ce qui est des voitures, pardon, j'y reviens. Pour ce qui est des voitures, lorsque vous avez des bouchons comme ça, ce qu'on appelle une file ininterrompue de véhicules, vous n'avez pas le droit de changer de voie, sauf pour changer de direction. Donc ne vous amusez pas à changer de voie, à zigzaguer entre les voies pour aller plus vite, pour gagner une minute ou même pas. Complètement, ouais. Voilà. Complètement. Allez, dernière question. Allez, c'est parti, la dernière. Le panneau tout en haut m'annonce le début d'une autoroute. Oui, réponse A, non, réponse B. Il interdit l'accès aux motocyclistes. Oui, réponse C ou non, réponse D. Alors... Je fais entre 2 et 7 fautes au code blanc et je passe le code en candidat libre la semaine prochaine. Pensez-vous que je suis prête? Alors oui, Olivia, tu es oui. prête. Entre 2 et 7 fautes, tu es prête. C'est vraiment voilà, le nombre de fautes qu'il faut faire pour passer le code. Tant que vous êtes en dessous de 7, moi je dis que vous pouvez l'avoir, sans problème. Alors, Imen nous dit, ma date est le 29 juin, je fais 2 heures de code par jour, l'entraînement, leçons et lecture de mes fautes. Avez-vous d'autres conseils? Non, ça me paraît bien. Ah bah non, là c'est bien. Hein. Ouais, continue comme ça. Si tout le monde était hein. assidu comme toi. Ouais, faut être assidu, c'est très très bien. Non, très bien, Imen. Alors, donc, pour cette dernière question, que nous répondez-vous? La B et la D. Donc, la B, ça, la B, oui. Sans hésitation. Et je dirais la D quand même qui revient le plus souvent. D'accord. Alors ici, la B, effectivement, le panneau tout en haut m'annonce le début d'une autoroute, c'est non. Ce panneau carré indique une route à accès réglementé. Même pas une voie rapide. Alors ça peut être une voie rapide. C'est souvent un peu similaire en fait. Voie rapide, c'est le terme un peu plus utilisé par nous. Nous, dans notre jargon, c'est route à accès réglementé. Donc que voulez-vous? Voilà, il interdit l'accès aux motocyclistes. Non, les motos sont autorisées à circuler sur des routes à accès réglementé. Donc ici, les bonnes réponses sont la B et la D. Autoroute, c'est réservé à la circulation rapide des véhicules, hein, c'est ce qui est marqué ici. Il n'y a pas d'intersection et la vitesse est limitée à 130 km/h. Les routes à accès réglementé, ça peut être des voies rapides, assimilées à... Voilà, c'est des voies rapides mais qui ne sont pas des autoroutes. Donc elles sont gratuites. Il peut y avoir des intersections, des ronds-points, des carrefours à sens giratoire. Et la vitesse maximale, elle est de 110 km/h, contrairement à 130 km/h sur autoroute. Au niveau des accès, les motos sont autorisées. En fait, ceux qui n'ont pas le droit de circuler aussi bien sur autoroute que sur une route à accès réglementé, ce sont les scooters, les cyclomoteurs, les véhicules agricoles et aussi les cyclistes. Voilà, c'est vraiment les 3 catégories d'usagers qui ne sont pas autorisés à circuler sur ce type de voie. Voilà, pour ce qui est des questions. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? j'en prends une dernière.
De Mélodie qui nous dit, est-ce que si je passe le code après le 1er juillet, la limitation de vitesse sera comptée comme 80 ou 90 km/h? Très bonne question. Ouais, je voulais finir là-dessus. Alors, ouais, je pense que ce sera 80. En fait, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Alors, peut-être que le changement se fera lentement, mais normalement, ça devrait être 80. Étant donné que la loi rentre vraiment en application au 1er juillet, moi, je serais toi, je ferais comme si c'était 80, la limitation. Et ce sera 80 de toute façon. Ok, on va s'arrêter là. Un grand merci à toi pour tous tes petits conseils. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci à vous, hein, vous êtes vraiment très nombreux, toujours à commenter, à poser là, des questions. À 200, on est à plus de 200 sur YouTube, c'est très bien. Intéressant, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, vous avez le petit... mot technique, un petit watermark, il me semble que ça s'appelle, en bas à droite où c'est écrit abonne-toi. N'hésitez pas à vous abonner directement. Vous aurez des petites notifications push quand des lives commenceront. Et voilà, on vous souhaite bonne chance à tous ceux qui vont passer leur code. Bonne chance à tous ceux qui révisent aussi. On vous a remis la liste de tous nos réseaux sociaux. Un grand merci à toutes les équipes qui ont bossé dur sur ce live. On vous souhaite une bonne soirée de révision. Du code, du bac, du brevet, de tout ce que vous voulez. Bon courage pour vos examens. On vous souhaite bon courage et on vous dit à très vite. À très bientôt.